Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va discuter aujourd'hui, on va parler de sclérose en plaques. Sclérose en plaques, donc c'est une c'est une infection inflammatoire chronique du système nerveux central, touche préférentiellement l'adulte jeune. Donc, on peut considérer comme une maladie inflammatoire auto-immune, donc une agression contre nos cellules de soi. Donc, c'est une maladie d'allure gravissime parce qu'elle va détruire la gaine de myéline qui, au niveau du système nerveux central, et n'est pas périphérique. Don't in peripheral nervous system. C'est-à-dire c'est une lésion du système nerveux central, touche préférentiellement la gaine de myéline, une protéine spécifique de la myéline au niveau des oligodendrocytes, c'est-à-dire au niveau des oligodendrocytes au niveau cérébral. Donc directement, on va parler, donc c'est une infection inflammatoire chronique du système nerveux central, touche préférentiellement l'adulte jeune de sexe féminin. Donc diagnostic repose sur la dissémination spatiale et la dissémination temporale. Ponction lombaire peut aider le diagnostic et traitement pour but d'accélérer la récupération des symptômes et limiter la fréquence des PC, améliorer les symptômes résiduels. Donc on va commencer par une petite épidémiologie. Donc, elle touche l'adulte jeune, à peu près 20 ans, 40 ans, prédominance féminine, 3 femmes pour 2 hommes, prévalence sur un gradient nord-sud, c'est-à-dire au niveau des régions subsahariennes, subtropicaux, chaleur, où il y a de la chaleur, il y a moins de cèpes. Par exemple, ici en Algérie, prévalence estimée aux 1 patient sur 4000, en France 1 sur 1000, et au niveau de l'Angleterre 1 sur 500. C'est-à-dire la fréquence elle augmente lorsqu'on va vers le nord. Les causes sont multiples, mais inclinées, généralement inclinées. Toujours il y a une incrimination des facteurs génétiques, certains types de groupes d'HLA, la génétique d'un côté, les facteurs environnementaux de l'autre côté, des infections des virus tels que le BV, tabagisme, donc des virus. Il y a aussi la notion de carence en vitamine D. Parce que dans dans le nord, au niveau de l'Angleterre, il y a moins de soleil, donc il faut incriminer un petit peu le vitamine D, parce que le vitamine D, comme vous savez, c'est un vitamine assez important dans la régulation génétique, etc., etc. Donc il y a une discussion sur la vitamine D et le système immunitaire et l'auto-immune. Donc la physiopathologie, donc c'est une maladie inflammatoire, comme j'ai dit, chronique, c'est-à-dire à chronicité, il n'y a pas de... Donc c'est une maladie chronique du système nerveux central. Pourquoi non périphérique, dans le peripheral nervous system? Parce que elle cible la gaine de myéline de certaines fibres qui sont assurées au niveau central par des cellules spéciales, ce qu'on appelle les oligodendrocytes. Donc oligodendrocytes est présent dans la gaine et une protéine basale de myéline. Donc ils sont attaqués par nos systèmes immunitaires, c'est ça la physiopathologie. Il y a une activation du système immunitaire à la périphérique, une activation humorale par les T helpers, et aussi il y a activation des plasmocytes qui vont sécréter des immunoglobulines du type G, qui vont activer certains phagocytes phagocytes tels que les macrophages, et au niveau central des microgliés qui vont attaquer la gaine de myéline, ils vont augmenter l'inflammation, ils vont libérer l'interleukine 1, l'interféron gamma. Il y a une inflammation massive, il y a une démyélinisation focale dissimulée dans la substance blanche.
Donc c'est ça. Et après quelques temps, il y a une destruction totale de la myéline. Donc l'inflammation, elle va diminuer et il y a un mécanisme de remyélinisation possible par les oligodendrocytes, parce que les oligodendrocytes ce sont des cellules capables de faire apoptose et diviser, ce qui explique la récupération des poussées. Ici sert, il y a une question qui se pose, une question intéressante. Pourquoi il y a une dissimulation spatiale? Pourquoi il n'y a pas une atteinte totale si on a une inflammation, si on a des immunoglobulines et on a partout la myéline? Pourquoi on attaque cette région et on n'atteint pas l'autre région? Pourquoi on fait des plaques comme une plaque de sclérose en plaques? Pourquoi il n'y a pas une atteinte totale? Donc c'est la première question qui se pose. Et la deuxième question, pourquoi chez certains patients et pas d'autres? Et celle-là s'explique tout simplement. Il y a des hypothèses. Parmi les hypothèses, c'est une défaillance chez certains patients, une défaillance de la barrière hémato-encéphalique. Si on a une défaillance dans certaines régions de cette barrière hémato-encéphalique, il y a un passage des lymphocytes, elle perd passage des plasmocytes, passage des immunoglobulines de type IgG, donc qui vont donner une inflammation locale. Donc, c'est une hypothèse. Donc, la clinique, il y a des symptômes, ça dépend de la localisation de cette plaque. On a plusieurs plaques dispatchées, mais si elle touche les motoneurones, c'est-à-dire les neurones moteurs, on a un trouble moteur. Et les troubles moteurs sont révélateurs de 40% du cas, sont des troubles de la marche, peut-être un syndrome cérébelleux, c'est atteint des l'hémisphère cérébelleux, substance blanche au niveau cervelé, monoparalysie, paraparalysie, peu importe, mais rarement une hémiplégie. Donc c'est ça, paralysie, monoparalysie, une chute, mais rarement une hémiplégie. Donc aussi la néphroïde optique rétrobulbaire, ce qu'on appelle la norme, donc révélateur de la maladie dans 25% des cas, une baisse d'acuité visuelle, parfois une cécité monoculaire. Donc, troubles sensitifs, si elle touche le système nerveux sensitif de moelle épinière, quadrant postérieur par exemple, il y a une fourmillement, sensation d'hypno, époustisie, douleurs de type neuropathique nécessaire, ce sont des douleurs neuropathiques à la différence des douleurs neuroscientifiques, ici, douleurs d'origine nerveuse, neuropathique. Donc, autres symptômes plus rares, troubles cognitifs, machin, etc. Et troubles autonomiques, c'est-à-dire troubles sphinctériens, soit une hyperactivité vésicale, impériosité émotionnelle ou bien une dysurie au niveau sphincter de l'anus, il y a parfois une constipation, etc. Donc, troubles sphinctériens autonomiques, paralysie faciale, diplopie, névralgie faciale, dysarthrie, pas la terre de dysarthrie, troubles de déglutition de larynx, etc. Il y a quelque chose assez important, c'est la diplopie, non, c'est l'ophtalmoplégie internucléaire par l'atteinte de la faisceau longitudinale médian. Et lorsqu'on parle d'un faisceau longitudinal médian, on sait que l'œil elle a des mouvements conjugués, c'est-à-dire lorsque je veux voir à droite, donc l'œil droit va faire une abduction et l'œil gauche va faire une adduction. Cet mouvement conjugué, c'est dû à un vaisseau longitudinal médian entre le noyau de cette côté de 6 et le noyau de l'oculomoteur 3. Donc il y a un faisceau longitudinal médian. Lorsqu'il y a un terme de ce faisceau longitudinal médian, je veux faire une abduction, cet œil faire une abduction, mais cet œil reste en regard direct. Le cerveau va faire une diplopie et faire un mécanisme de défense, donc la nystagmus faire que l'œil droit qui est l'abduction va retourner pour être directement en direct. Donc c'est ça l'ophtalmoplégie internucléaire. Donc
le deuxième mode de base de diagnostic, il y a une poussée, il y a une progression, on a parlé de ça. Une poussée dure minimum 24 heures et il y a la progression par la réminisation. Donc, l'évolution, il y a trois formes cliniques. Trois formes cliniques, forme rémitante récurrente, c'est-à-dire une poussée, après il y a une récupération récurrente. Cette forme rémitante récurrente, c'est un révélateur de 85% des cas. 2/3 de ces patients qui sont des formes rémitantes récurrentes, à certain âge, à certaines conditions, ils vont faire la forme secondairement progressive. Progressive, c'est-à-dire une progression des signes cliniques, l'une après l'autre progressive. Donc, probablement jusqu'à une paralysie et troubles horribles. Donc, mais certains cas, dans 15%, il y a une forme primaire progressive. C'est-à-dire, dès le début, il y a une progression des signes, il n'y a pas une récupération directement d'emblée, affecte généralement 15% des patients, comme je dis, vers les 40 ans, c'est une forme assez grave, directement progressive, primaire progressive. Donc, le pronostic, généralement, prognostic est hétérogène, c'est-à-dire ça dépend des cas, on ne peut pas estimer, mais généralement, il y a certains qui disent certains, donc ça dépend de cas, ça dépend de patients, ça dépend de l'état, ça dépend de l'âge, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc le pronostic est imprévisible, mais ils disent que il y aura un gène à la marche, mais certains traitements de fond, ils vont améliorer un petit peu les choses si on admet précocement. Donc il y a un gène à marche à peu près après 8 ans d'évolution, une nécessité d'utiliser une canne à 15 ans, un fauteuil roulant après 30 ans. Donc c'est ça l'évolution, mais ça dépend du cas et quelques facteurs sont dépendent. Donc diagnostic positif, réponse sur deux choses: dissémination temporelle, c'est-à-dire dans le temps, il y a au moins limite optique à un certain temps après un syndrome cérébelleux l'année suivante. Donc d'ici à dispenser dans le temps. Il y a aussi la dissémination spatiale, c'est-à-dire division espacée. Par exemple, elle touche moelle épinière dans un côté, elle touche l'autre côté, l'hybride optique, syndrome pyramidal, cérébelleux. Donc, sont la résultante des multiples lésions espacées. L'IRM céphalique, le diagnostic, c'est l'examen de choix dans la sclérose en plaques. Une lésion en hypersignaux, en T2 ou en flair, des trous noirs en hyposignal en T1. Donc la ponction lombaire, c'est-à-dire l'analyse des liquides céphalus rachidiens, il trouve une augmentation généralement dans 25%, une augmentation d'index IgG supérieur à 0,7. La protéorachie augmente compte de 25% des cas, où il reste inférieur à 1 gramme par litre. Les éléments mononucléiques, c'est-à-dire les globules blancs, généralement lymphocytes et plasmocytes sont supérieurs à 4 éléments, mais généralement inférieurs à 50 éléments. Souvent inférieurs à 50, donc de 4 à 50 éléments. Donc, LCR, c'est écrit de mais elle aide aussi à éliminer les diagnostics différentiels. Donc, c'est pour ça. Potentiel évoqué visuel, rarement utilisé, mais parfois on l'utilise lorsque parce qu'il y a une fréquence des briques optiques et lorsque les autres examens seront négatifs, on utilise la PET. Donc, les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs, tels que les maladies systémiques, sarcoïdose, maladie de P7, le puce, érythrématose disséminée, maladie de Jean-Chongren, arthrite cérébrale. Donc, la présence des cils inflammatoires au niveau du sang, l'atteinte d'autres organes, ce sont des éléments en faveur des maladies systémiques. Par contre, l'augmentation des IgG au niveau de LCL en faveur de sclérose en plaques. Les atteintes neurologiques aussi sont des diagnostics
différentiels que les tumeurs et les malformations vasculaires, compression médulaire lente. Et ici, doit faire rechercher ces diagnostics pour éliminer par la neuroimagerie. Donc, traitement, il y a traitement de la poussée, traitement au fond. Traitement de la poussée, c'est la corticoïde, c'est la méthylprednisolone, 1 gramme par jour pendant 3 jours, c'est pendant la poussée. Traitement de fond, on utilise les immunomodulateurs, ce sont des médicaments assez chers. Traitement de fond, mais immunomodulateurs tels que l'interféron bêta, il est très cher, c'est 900 € par mois. L'acétate de glatiramer, il y a aussi dernièrement en 2014 l'introduction des traitements pas injectables, des traitements oraux tels que la diméthylfumarate de 6 pots par jour et la triflunomide. Donc les immunosuppresseurs sont rarement utilisés parce qu'il y a des effets secondaires terribles au niveau cardiaque, au niveau de l'augmentation des infections telles que les encéphalites, etc. Principalement la méthylxantrone, aussi la natalizumab. Natalizumab, c'est un anticorps moléculaire, le MAB. C'est monoclonal antibody. Donc, natalizumab, monoclonal antibody contre les intégrines, je pense, molécules d'adhésion des lymphocytes sur les cellules endothéliales. Donc, elle empêche les lymphocytes de traverser la barrière hémato-encéphalique, permet une diminution plus importante des fréquences de poussée, 90% des cas, mais il y a la risque d'encéphalite virale, comme j'ai dit. L'afagolimod, c'est disponible depuis 2012. Traitement, normalement, c'est un modulateur de récepteurs de sphingosine, mais aussi il est très cher, 1800 € par mois également, donc c'est très cher. Donc il y a des traitements symptomatiques, on traite la symptomatologie telle que la spasticité, on donne la parlophane, parfois les toxopatiniques, troubles urinaires, on donne si on a une trouble mictionnelle tels que les anticholinergiques qu'on utilise en cas des urgences mictionnelles, et en cas de dysurie, c'est-à-dire gène, c'est un vessie obstructive, on utilise les alpha bloquants. Donc il y a d'autres traitements de la douleur neuropathique, on utilise les antidépresseurs tricycliques, certains antipyrétiques. La fatigue difficile à combattre, il y a la motidine, mais généralement je ne pense pas. Donc la prise en charge psychothérapique c'est nécessaire, une prise en charge multidisciplinaire, la kinésithérapie, solliciter à faire des activités physiques telles que la vélo pour maintenir une amélioration des troubles moteurs, etc. Donc, prise en charge multidisciplinaire, la kinésithérapie, réduction musculaire, soutien psychologique, ergothérapie, soins infirmières, orthophonie pour les troubles de langage. Donc, l'aide sociale, il faut être à la hauteur. C'est assez important. Donc, traitement psychologique et multidisciplinaire. Donc, on est terminé donc pour la sclérose en plaques. À la prochaine, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas de partager, aimer, aider. Et à la prochaine, Inch'Allah.